Madame la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice Académie de Montpellier, chancelière des universités, chère Sophie, monsieur le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, cher Mickaël, madame la présidente directrice générale de l'IRD, chère Valérie, mesdames et messieurs, pris à vos titres, fonctions et qualités, cher docteur Mukwege, monsieur le doyen, chers collègues, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette magnifique faculté de médecine, du bâtiment historique de cette faculté de médecine, pour la remise du diplôme, du titre de docteur honoris causa au docteur Mukwege. Ces cérémonies de doctorat honoris causa présentent un caractère solennel. Présentent un caractère solennel dans le sens où elles sont peu nombreuses et visent à reconnaître parmi la communauté universitaire des collègues de nationalité étrangère pour différentes raisons, et notamment, je vais y revenir, pour la notion de service éminent. Alors, le doctorat honoris causa est un dispositif, un processus qui a été posé officiellement par un texte de 1918, mais on trouvait déjà trace de l'attribution des titres docteur honoris causa dans des établissements d'enseignement supérieur dès le XVIIe siècle. Et si on regarde le texte de 1918, qui bien sûr a depuis été réformé, notamment par un décret de 1982, on peut lire que le titre docteur honoris causa peut être décerné à des personnes de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts, à la France ou à l'université le décernant. Alors je vois à travers cette cérémonie aujourd'hui et la remise du titre de docteur honoris causa au docteur Mukwege, je vois plusieurs raisons de satisfaire pleinement ce qui était prévu dans le texte de 1918, puisque je pense que l'on peut évoquer trois éléments. En premier lieu, votre domaine d'intervention, votre spécialité, vos travaux de recherche, également votre expertise en tant que praticien, mais là, je ne peux pas les développer, je ne suis pas un domaine de la santé, et puis c'est le professeur Jacques Morel qui avait proposé donc votre nom pour être docteur honoris causa, qui prononcera l'éloge vous concernant, et donc je laisserai la parole à ce sujet. La seconde raison de cette cérémonie dans ces locaux de la faculté de médecine, eh bien, me permet de mettre cela en relation avec les 800 ans. Les 800 ans de ce qui a été à l'époque l'université de médecine de Montpellier, devenue aujourd'hui, monsieur le doyen, hélas, faculté d'une université plus grande, mais qui finalement rentre dans toute la série des cérémonies qui ont été organisées au cours de cette année. Certaines ont dû être décalées, contexte sanitaire oblige, mais finalement nous avions prévu d'honorer différentes personnes, dont vous. Et donc c'est finalement aujourd'hui, pour tenir le point d'orgue de ces manifestations. La troisième raison, c'est le positionnement de l'université de Montpellier. L'université de Montpellier, c'est une université qui a sa visibilité autour des sciences du vivant et de l'environnement, qui repose aujourd'hui dans sa stratégie sur trois piliers principaux, l'agriculture, agronomie, la biodiversité, l'écologie, l'environnement et la santé. Et donc, c'est au titre de ce pilier de la santé, eh bien, que nous vous honorons. Même si l'université de Montpellier est une université pluridisciplinaire dans laquelle toutes les spécialités, tous les champs de formation et de recherche comptent, il n'en reste pas moins qu'il faut une marque, il faut un label, il faut un élément d'identification, et donc c'est autour des sciences du vivant et de l'environnement, et donc le vivant, la santé, justifie pleinement cette reconnaissance. Enfin, sans être trop long, puisqu'il revient auprès de l'université de juste faire un simple propos introductif, il y a, me semble-t-il, une quatrième raison, c'est que nous avons organisé pendant toute cette semaine eh bien, des journées spécifiques, ce qu'on a appelé les Montpellier Global Days. Je voudrais d'ailleurs remercier toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés, leur énergie pour l'organisation de ces manifestations. Montpellier Global Days visant à mettre en avant les relations entre
certes la France, mais plus spécifiquement les forces présentes donc à Montpellier, et le continent africain dans sa diversité et dans la diversité de ses relations, tant en matière de recherche que de formation, que de valorisation, d'innovation, ou même de mobilité étudiante ou d'enseignants. Et ces Montpellier Global Days avaient 6 ateliers, dont un était consacré à la santé, l'approche santé globale, mais couvrait finalement tous les domaines que j'ai évoqués précédemment comme étant des marqueurs forts de l'université à l'international. Certes, il y a eu hier le nouveau sommet Afrique-France avec la présence donc du président de la République, qui était pour nous finalement le point d'aboutissement des journées précédentes et également l'occasion de pouvoir échanger une nouvelle fois sur des sujets transversaux. Mais cette semaine, des relations université-Afrique a également permis d'honorer des collègues du continent africain en raison donc de leur parcours singulier ou de leur domaine d'intervention. Ça a été tout d'abord Madame le docteur Kankassa, pédiatre spécialisée donc dans le domaine du VIH et la transmission mère à enfant, qui a été donc honorée en début de semaine. Cela a été ensuite le professeur Coupé, professeur et président de l'université de Pretoria, véritable ambassadeur de l'université de Montpellier auprès du président Macron, puisque quand le président Macron avait été à l'université de Pretoria, le professeur Coupé avait dit tout ce qu'il pensait de bien sur Montpellier et sur l'université. Et aujourd'hui, chers collègues, c'est vous que nous honorons, c'est vous que nous honorons pour votre parcours, pour votre implication, pour travailler sur des questions sensibles, des questions de dignité humaine, des questions de respect de la personne, d'égalité bien sûr aussi femmes-hommes, des questions qui nous préoccupent toutes et tous en tant que citoyens éclairés dans le respect du vivre ensemble, du respect de la diversité. Alors, bien évidemment, c'est aussi le point d'orgue, puisque vous êtes prix Nobel de la paix, et donc il y a une reconnaissance déjà internationale qui, chers collègues, eh bien, s'est déjà portée sur vous. Et donc, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université de Montpellier. Le doctorat honoris causa fait de vous un ambassadeur de l'université, mais fait également de vous un des nôtres, puisque vous serez dans quelques instants docteur de l'Université de Montpellier. En tout cas, monsieur le docteur Mukwege, merci pour votre présence, merci pour votre participation. C'est un grand honneur pour nous. Nous espérons être dignes de cet honneur. Je vous souhaite donc le meilleur pour la suite, pour vos prochains travaux. Je vous dis également que l'Université de Montpellier, qui est désormais la vôtre, vous est ouverte si vous souhaitez y revenir et quand vous souhaitez y revenir pour voir les communautés scientifiques, voir nos étudiants ou simplement échanger ou venir connaître nos richesses, notre diversité également de champs disciplinaires et scientifiques. En tout cas, un grand merci. Je vous l'ai dit, c'est un grand honneur. Et donc, je vais m'en arrêter là. Le doyen mondain va dire quelques mots de présentation de la faculté de médecine, et je pense des 800 ans. Mais sachez que nous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de venir ici, à Montpellier, recevoir ce titre. Je vous remercie. Madame la rectrice, monsieur le maire, madame l'élu de Melun, cher vice-président, je fais un impair, je le sens, mais ce n'est pas grave, je l'assume. Madame la directrice de l'IRB, voilà, merci monsieur le président. Ah, président de la directrice générale. Alors, c'est bien ça. Chers collègues, c'est un très grand honneur pour la faculté de médecine Montpellier-Nîmes de vous accueillir, d'héberger cette cérémonie. Faculté qui en effet a célébré ses 800 ans et, comme l'a dit le président, quelques symboles de ces 800 ans. Comme l'a dit le président, en effet, il y a eu l'évolution. Alors, l'Université de médecine de Montpellier,
on va rajouter une petite étape quand même avant les facultés, qui sont les écoles de santé, 1994, Paris, Strasbourg, Montpellier. Les facultés, et puis un nom un peu moins glamour, mais bon, les acronymes sont à la mode, UFR, Unité de formation et de recherche. Bon, nous en sommes à ce stade de l'évolution, de l'échelle du temps. Quelle que soit l'échelle, qu'on la réduise, qu'on l'agrandisse, il y a quand même 800 ans. Alors, il y a 800 ans que nous avons essayé de commémorer dans l'esprit avec un grand nombre de manifestations. Bon, parfois contrariées par la crise Covid. Nous sommes, vous le savez, en train de sortir de la 4e phase, comme bon nombre de pays. Et dans les intervalles laissés libres un petit peu par l'agressivité virale, nous avons quand même essayé d'organiser un certain nombre de ces manifestations. Ces manifestations ont essayé de garder l'esprit à la fois de recherche, à la fois d'enseignement, à la fois universitaire d'ouverture sur les grands problèmes, à la fois de partage de la dimension humaniste, puisque, vous le savez, on reproche en particulier aux médecins parfois d'être extrêmement savants. Techniciens, ils le sont. Mais vous savez aussi bien que moi, puisque vous êtes aussi chirurgien, que lorsque l'on a des reproches, ils sont rarement sur le fait d'avoir eu un problème au cours d'un acte technique. Il est essentiellement dans l'accompagnement des personnes au décours et les explications auparavant. Et c'est cette tradition humaniste que l'on essaye au sein de cette institution, d'une part de partager, et puis au travers, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, de modification des programmes d'enseignement, de consolider, de développer pour les futurs professionnels. Alors cette cérémonie, elle se tient, comme l'a dit le président d'université, au sein des Global Days, au sein d'une semaine très importante d'échanges Afrique-France, avec beaucoup d'échanges. Concernant les commémorations des 800 ans, et c'est l'occasion pour moi de remercier le comité de pilotage au travers de son président, le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, son secrétaire général, le professeur Schank. Cette cérémonie se tient dans un intervalle qui est celui de la venue de l'Académie de médecine cette semaine, avec beaucoup de réflexions d'ordre éthique sur la méfiance, la défiance vis-à-vis de la science. Et il se trouve, hasard des calendriers, qu'elle va se tenir une quinzaine de jours avant la venue de nos collègues de l'Académie nationale de chirurgie dans ces lieux, à la fois sur des notions d'histoire de la chirurgie et la chirurgie moderne. Et je sais votre emploi du temps plus que rempli, mais c'était un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Si on en revient à votre combat de médecin, dans la prise en charge des femmes, dans un contexte extrêmement particulier, un contexte de guerre, de barbarie, de tous ordres, elle-même soutenue par, comme chaque fois, des contextes géopolitiques donnés. Elle s'inscrit, nous sommes très très honorés de vous recevoir dans le cadre de ces célébrations, dans cette faculté qui a accueilli en son temps, à la fin du 19e, Agnès Maclaren, qui venait en fait d'Édimbourg et qui était la première femme médecin. Alors pourquoi venait-elle d'Édimbourg? Parce que l'esprit anglo-saxon, l'esprit britannique, n'était peut-être pas encore ouvert à la formation des femmes au métier de médecin. Pourquoi citer cette personne? Parce que cette première femme médecin de la faculté de médecine de Montpellier, cette fois-ci nous sommes dans la bonne sémantique, a passé une grande partie de sa vie, dédié une grande partie de sa vie, en particulier à la développement de la santé des femmes en Inde, dans l'actuel Pakistan, avec en effet le problème d'accessibilité aux soins pour les femmes,
dans le Pakistan de l'époque. Alors c'est loin, mais la même difficulté d'accès aux soins des femmes est tout à fait d'actualité. Elle est tout à fait d'actualité et pas très très loin. Et nous ne sommes pas très loin, à un moment donné, des problèmes communautaires. Et c'est dire l'engagement qu'il faut sans cesse marteler, travailler, développer l'énergie. Et au-delà de l'énergie, vous en êtes la preuve, du courage pour aller affronter l'ensemble de ces éléments. Car ils sont d'ordre médicaux, ils sont d'ordre humain, ils sont souvent d'ordre politique. Et il faut du courage de tous, pour pouvoir progresser sans être idéaliste, millimètre par millimètre, sur tous les segments. Le segment médical, le segment chirurgical, le segment de l'accompagnement, le segment des structures, le segment politique, le segment économique, le segment psychologique. C'est tout ce travail qu'il faut mettre, et au travers donc de ces 800 ans et cette dimension humaniste, je me suis permis, même si, de préciser un de ces 40 événements avec cette femme, et vous voyez pas dire le hasard de l'histoire, mais malheureusement les choses continuent, et il faut travailler dur pour essayer d'améliorer les choses si on le peut. Je ne serai pas plus long puisque le but était simplement instructif, simplement pour vous renouveler mes remerciements d'être présent ici, vous féliciter pour cette distinction, à titre de l'institution, titre personnel, vous féliciter pour ce courage. Au-delà de ces capacités médicales, chirurgicales, je suis heureux d'ailleurs de partager, c'est la seule cérémonie que j'ai avec un chirurgien. Permettez-moi de goûter mon plaisir quand même. Alors, hier, c'est un anesthésiste, mais que j'en profite quand même. Et au-delà de ce courage d'action, ce courage vraiment pour cette action remarquable, il en faut, et j'espère que beaucoup suivront votre sillage. Je vous souhaite un bon séjour à Montpellier, vous félicite à niveau, et vous souhaite à tous une excellente cérémonie. Merci. Madame la rectrice, monsieur le maire de Montpellier, madame la directrice de l'IRD, mes chers collègues, mesdames, messieurs, cher docteur Mukwege. C'est pour moi un grand honneur et un privilège d'avoir parrainé la candidature du docteur Denis Mukwege pour l'obtention du grade de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Je dois dire que nous devons votre venue à Montpellier en grande partie à une femme, un de vos plus fidèles soutiens en France, une patiente que je suis depuis 6 ans. C'est Madame Brigitte Tixier, ici présente, qui, lors d'une consultation en 2019, m'a exprimé sa déception de ne pas pouvoir assister à la remise du prix Nobel de la paix 2018 au docteur Denis Mukwege. Elle n'est pas rancunière puisqu'elle continue à venir me voir en consultation de Paris. C'est Madame Brigitte Tixier également qui m'a éclairé sur vos travaux et sur les actions que vous avez menées tout au long de votre vie de médecin. D'abord, votre formation est un symbole de la coopération médicale Afrique-France. En effet, vous avez débuté vos études de médecine en Afrique, à l'université de Bujumbura, au Burundi, que vous avez ensuite poursuivi en France, à la faculté de médecine d'Angers, pour vous spécialiser en chirurgie gynéco-obstétricale. Après l'obtention de votre diplôme de spécialiste en gynécologie obstétricale en 1988, vous avez quitté la douceur angevine pour affronter les violences de la guerre qui faisaient rage au Congo. Dans les hôpitaux de l'Emera, puis de Panzi, vous avez accueilli des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Vous n'avez cessé de reconstruire les lésions pelviennes des femmes, d'enfants ou de bébés, secondaires à des actes de barbarie. Vous avez acquis une expertise internationale dans la réparation chirurgicale des fistules vésico-vagino-anales.
Vous avez soutenu votre thèse de science à l'Université libre de Bruxelles en 2015 sur ce sujet, dont le titre était « Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques, urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Cette expérience, vous l'avez partagée en publiant vos travaux dans des revues internationales et en collaborant avec des équipes du monde entier pour améliorer les techniques chirurgicales de reconstruction pelvienne avec les moyens les plus modernes comme la laparoscopie. Vous avez alors été surnommé l'homme qui répare les femmes. Cette expertise dans la reconstruction périnéale a été reconnue par vos pairs en 2015 par une bourse du Collège américain des gynécologues obstétriciens à San Francisco, puis également des titres de docteur honoris causa de l'Université d'Umeå en Suède en 2010, de Louvain en 2013 et de la prestigieuse Université de Harvard en 2015. Puis ensuite de nombreuses autres universités du monde entier, Pennsylvanie aux États-Unis, Édimbourg en Écosse, Louvain, Anvers et Bruxelles en Belgique, Angers en France, Manitoba, Montréal au Canada, Gothenburg en Suède, Nova au Portugal, Ritsumeikan au Japon et encore l'université pour femmes de l'EWHA, Iwa, en Corée du Sud. Et c'est seulement en 2020 que vous devenez dans votre propre pays du Congo, docteur honoris causa de l'université de Kinshasa, confirmant le proverbe que nul n'est prophète dans son pays. Au-delà de cette réparation physique, vous avez associé une reconstruction psychologique et une aide sociale et juridique pour redonner à ces femmes violentées une dignité et retrouver une position au sein de la société. Des milliers de femmes ont ainsi pu bénéficier de vos soins grâce à un guichet unique, ou One Stop Center, qui regroupe tous les services dédiés à la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Vous parcourez le monde pour partager cette prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles en temps de guerre, avec la création d'autres One Stop Center au Congo, mais aussi ailleurs. Votre plaidoyer pour les femmes a obtenu son aboutissement avec la création d'une chaire internationale, Mukwege, à l'Université de Liège. Cette chaire a pour but de créer un réseau international de recherche composé en particulier des universités qui vous ont décerné le titre de docteur honoris causa. L'objectif de ce réseau est de développer la recherche sur le thème des violences sexuelles subies par les femmes en situation de conflit. Cette violence faite aux femmes a une résonance particulière dans un pays comme la France, lorsque l'on sait que le viol est l'un des seuls crimes pour lequel le chiffre est en augmentation en 2020, et comme vous le savez, une année ô combien particulière. L'Université de Montpellier se doit de rejoindre le réseau international de recherche de la chaire Mukwege sur le thème des violences sexuelles subies par les femmes en situation de conflit, afin de mieux appréhender tant la prévention que le suivi des femmes victimes de violences sexuelles dans notre pays. Le docteur Denis Mukwege est également un enseignant de l'Université angélique d'Afrique qui assure à Panzi la formation des étudiants, des internes, des médecins du Congo et d'ailleurs. La pratique d'une médecine humaniste telle que le docteur Mukwege exerce est un exemple pour résister à la déshumanisation des médecins des pays industrialisés. En France, comme beaucoup de pays riches, les outils informatiques, la formation technique par la simulation ou encore la mise à disposition de robots sont nécessaires à la pratique d'une médecine de pointe, mais exposent à un risque de déshumanisation de la relation médecin-malade. La faculté de médecine de Montpellier-Nîmes est une des rares à proposer une formation au savoir-être des futurs médecins face aux patients. Ainsi, sous l'impulsion du doyen Bringer et du professeur Marc Ichou, des cours de théâtre sont dispensés aux étudiants en médecine pour les aider à mieux appréhender le rapport avec les patients dans des situations difficiles. Les valeurs humanistes
transmises par l'enseignement du docteur Mukwege, mettent en exergue que c'est le patient dans sa globalité et pas uniquement sa pathologie qui doit être au centre des préoccupations de nos jeunes médecins. Pour mener des actions humanitaires en zone de guerre, il faut des qualités humaines que le docteur Mukwege a démontrées tout au long de sa vie. Je tiens à en souligner 3 principales dans cet éloge. Tout d'abord, la générosité. Vous avez édifié l'hôpital privé de Panzi dans un quartier pauvre de la ville de Bukavu, où la population la plus démunie peut recevoir gratuitement des soins dans toutes les spécialités. Puis le courage. Vous avez, et vous continuez au péril de votre vie, à soigner les femmes mutilées. Vous avez le courage de vos engagements en dénonçant le viol massif des femmes comme arme de guerre et en vous élevant contre l'impunité des coupables qui ont commis ces crimes. Pour cet engagement, votre vie a été menacée à plusieurs reprises, vous obligeant à vivre aujourd'hui en résidence protégée au sein de votre hôpital. Enfin, l'humanité. Pour aider ces femmes comme vous l'avez fait, il faut aimer son métier, il faut aimer l'homme. Vous êtes un ardent défenseur des droits de l'homme et de la paix. Pour cela, vous avez obtenu d'innombrables distinctions que je ne pourrais pas toutes énumérer. Mais parmi ces nombreux prix, on peut citer le prix des Nations pour les droits de l'homme en 2008, le prix Olof Palme en 2009, le prix international Roi Baudouin pour le développement en 2010-2011, le prix Right Livelihood, qui est le Nobel alternatif en Suède, en 2013. Et cette même année, dans le pays des droits de l'homme, la France, vous êtes élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. En 2014, vous obtenez le prix Sakharov du Parlement européen qui récompense la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et également en 2014, le prix pour la liberté de penser. En 2016, le prix de la paix à Séoul. Et enfin, l'un des plus prestigieux, le prix Nobel de la paix en 2018. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous honorons un homme d'exception et un médecin hors pair. Le docteur Mukwege incarne les plus grandes valeurs humaines et a été fidèle au serment d'Hippocrate qu'il a prononcé à Angers. À 2 pas d'ici, dans la salle des actes, où nos internes prêtent le même serment, il existe un buste d'Hippocrate offert par Napoléon Bonaparte en 1801. Au-dessus de ce buste est écrit la devise de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Jadis, Hippocrate était de Cos, il est maintenant de Montpellier. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous pourrons dire maintenant du docteur Mukwege qu'il est de la République démocratique du Congo et qu'il est aussi docteur de Montpellier. Je vous remercie. Donc, cher docteur, sur délibération du Conseil du centre de l'université, j'ai le plaisir donc, de vous délivrer le titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier avec les félicitations de l'institution et les félicitations de mon personnel. Merci.
Alors, peut-être, je vais essayer maintenant de répondre à l'éloge qu'a prononcé le professeur Morel. Et je sais qu'après l'éloge, monsieur le maire de Montpellier interviendra également pour marquer l'importance qu'il apporte à votre présence aujourd'hui ici. Merci. Merci. Madame la rectrice, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Monsieur le doyen de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, Monsieur le professeur Jacques Morel, Mesdames et Messieurs les professeurs et membres du corps professoral et académique, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités. Le 15 juillet dernier, dans le village de Kalunguta, à Beni, dans la province congolaise du Nord Kivu, alors que le crépuscule s'est dissipé sous le poids de la nuit tropicale, les femmes rentraient des rivières et du marché, les enfants riaient autour du feu après avoir répété leurs leçons. C'est à cet instant candide que des hordes menaçantes des groupes armés étrangers munis de couteaux, de machettes et de kalachnikovs encerclèrent le village. Le massacre fut horrible. Au loin, dans les hameaux voisinants, on attendait plus que de bruits étouffés, des crânes écrasés, d'hommes égorgés, des femmes démembrées et des cris d'enfants en détresse. Le village s'est consumé sous le crépitement des balles et des maisons en feu. L'air s'embaumait d'une odeur de corps fumants. Cette scène tragique reflète le quotidien des habitants de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à des violences indescriptibles depuis près de 3 décennies, commises dans un climat général d'impunité qui alimente les cycles de violence dans un silence choquant, voire complice de la communauté internationale. En m'invitant à prendre la parole ce matin dans ces magnifiques amphithéâtres d'anatomie du bâtiment historique de la faculté de médecine de l'Université de Montpellier, ces lieux d'excellence qui a fêté ses 800 ans au cours de l'année 2020, je tenais avant tout à vous sensibiliser et à éveiller votre attention sur la souffrance profonde des femmes congolaises et de mes compatriotes. Ces femmes, ces hommes et ces enfants qui vivent chaque jour comme s'il était le dernier. Mesdames et messieurs, je remercie le comité de sélection d'avoir porté son choix sur notre cause, car vous exprimez ainsi votre refus de l'indifférence face à cette souffrance qui affecte notre humanité commune. Vous exprimez aussi votre refus face à un fléau qui nous concerne tous et qui ne connaît aucune frontière géographique, sociale ou culturelle. La violence est faite aux femmes et aux jeunes filles. En me remettant ces insignes, vous réaffirmez votre foi dans l'universalisme des droits humains des femmes. Vous témoignez de votre solidarité avec les femmes congolaises qui ont payé un lourd tribut lors des cycles de conflits qui ont ravagé la RDC et qui se poursuivent tragiquement jusqu'à ces jours. Vous exprimez votre compassion avec toutes les survivantes de la violence sexuelle à travers le monde et vous refusez toute forme de fatalisme face à ces fléaux qui peut
et doit être évité. Vous avez compris que lorsque la société n'a pas protégé en temps utile les femmes, les filles et les enfants, elle a le devoir moral et légal d'assurer une prise en charge holistique au bénéfice des victimes et de se mobiliser pour prévenir la répétition de ces crimes odieux. Mesdames et messieurs, c'est animé par cet esprit et ces principes que nous accompagnons nos patientes à l'hôpital des Panzi, créé il y a plus de 20 ans à l'est de la RDC, dans un contexte de conflit armé qui nous a imposé pour s'accaparer les ressources minières dont notre région regorge. Cette guerre économique est à la base de l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, aux conséquences humaines et humanitaires dévastatrices. Plus de 5 millions de morts, des millions de déplacés internes et réfugiés, des centaines de milliers de femmes violées. En RDC et dans la majorité des conflits de par le monde, les corps de femmes et de jeunes filles sont devenus un champ de bataille et les viols et les violences sexuelles sont de plus en plus utilisés comme une méthode de guerre et une stratégie de terreur, voire même d'extermination. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ne doivent en effet pas être confondues avec des actes sexuels non consentis et humiliants, dont nous ne voulons nullement minimiser la gravité ni les séquelles. Les viols et les violences sexuelles commises avec une extrême brutalité en temps de conflit sont devenus une arme très efficace et bon marché qui traduit tout simplement la négation de l'humanité de l'autre. En effet, ces actes odieux nient la qualité d'être humain de la victime et ont comme effet non seulement de détruire la matrice de la vie, la femme, mais aussi le tissu familial, social, économique et de traumatiser des communautés entières avec des conséquences dramatiques qui s'inscrivent dans le court, le moyen et le long terme et malheureusement de manière transgénérationnelle. Mesdames et messieurs, depuis 1999, nous avons soigné plus de 60 000 patientes victimes de violences sexuelles. Ces viols ont concerné sans distinction les femmes, les filles et même des bébés, dont la plus jeune que j'ai opérée avait 6 mois et la plus vieille plus de 80 ans. La semaine avant mon départ pour ici, j'ai encore opéré une fillette âgée de 6 ans. Et plus elles sont jeunes, plus leurs lésions sont horrifiantes, même pour les yeux d'un chirurgien. En outre, nous recevons de plus en plus de jeunes garçons et aussi victimes d'abus sexuels. Mesdames et messieurs, ce contexte de conflit nous a contraints à nous spécialiser dans la chirurgie réparatrice de pointe des organes génitaux féminins, ainsi que des pathologies gynécologiques invalidantes comme les fistules urogénitales et digestives basses. Je sais que les fistules urogénitales, il y en a eu en Europe, mais aujourd'hui, il y a 100 ans que ces fistules ont été éradiquées grâce à la pratique obstétricale de qualité. Malheureusement, cette pathologie continue à rendre la vie des millions de femmes
une vie, tout simplement, où les femmes vous disent régulièrement « je ne vis plus ». Depuis que j'ai cette fistule, je suis exclu de la communauté. J'ai été rejeté par mon mari. Ces viols engendrent des traumatismes psychologiques profonds. Pour y répondre, nos services d'assistance sociale et des psychologues cliniciens écoutent, soutiennent et accompagnent les survivantes des violences sexuelles dans leur long processus de réhabilitation et de résilience, par les recours à une large diversité de thérapies adaptées aux besoins de chaque patiente. Le rejet familial et communautaire étant très fréquent, nos interventions ont également pour objectif la réinsertion socio-économique de nos patientes pour les accompagner sur les chemins de l'autonomisation et de la réalisation de leur potentialité. Nous cherchons à les rendre actrices du changement au sein de leur communauté après avoir obtenu les solutions adaptées à leurs problèmes physiques et ou mentaux. Enfin, pour celles qui le souhaitent, nous les soutenons dans leur démarche pour obtenir la justice. Lutter contre l'impunité, parachever leur processus de guérison par la reconnaissance de leur statut de victime. Ce modèle de prise en charge holistique centré sur la personne et englobant 4 piliers, à savoir le pilier médical, psychosocial, socio-économique et légal, où la santé globale des femmes est au cœur de notre attention, commence à s'exporter sous forme des centres de guichets uniques ou de one-stop center dans le cadre des projets de coopération sud-sud, notamment en République centrafricaine, un pays également ravagé par la guerre, en Irak et prochainement au Burundi. En entrant dans ces centres, la victime de violences sexuelles ne doit expliquer qu'une seule fois son histoire pour éviter des retraumatisations inutiles. Et elles choisissent à la carte les services dont elles ont besoin et trouvent au même endroit les réponses à leurs problèmes. Mesdames et messieurs, nous trouvons le courage de poursuivre notre mission d'accompagner les victimes d'atrocités des masses dans leur soif de vivre. Et ça m'a toujours impressionné de voir ces femmes, la destruction qu'elles subissent, mais aussi la force, la soif de vivre qu'elles ont après avoir subi l'innommable. Chaque jour, nous sommes inspirés par la résilience et la force de nos patientes. Et nous sommes fiers d'accompagner cette transformation de la souffrance en force par cette prise en charge holistique. C'est une façon de faire échec aux bourreaux qui voulaient détruire leurs victimes, mais souvent ces femmes exceptionnelles, elles s'en sortent renforcées. De nombreuses survivantes deviennent de véritables leaders communautaires, défendent non seulement leurs droits, comme on pouvait le penser, mais aussi elles défendent les droits de leurs enfants, de leur communauté. Elles défendent tout simplement les droits humains et la dignité pour tous. Mesdames et messieurs, notre responsabilité ne peut se limiter à traiter les conséquences de la violence et de la barbarie humaine. Nous devons traiter les causes profondes et tout faire pour prévenir que cette violence qui fait honte à notre humanité ne se manifeste.
Pour lutter contre les violences sexuelles et prévenir leur renouvellement, il est impératif de faire évoluer les mentalités au sein de l'ensemble de la société et de lutter contre l'impunité. Car les violences sexuelles liées au conflit ne sont que l'expression patente de violences malheureusement commises de façon latente en temps de paix. Souvent, ces violences en temps de paix, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas pour autant que les femmes victimes ne souffrent pas. Telle est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans un plaidoyer pour l'égalité entre les sexes et pour la justice. L'un des outils les plus importants pour la prévention des violences sexuelles est l'éducation. Elle devrait commencer dès le berceau et se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Nous devons initier nos enfants à la masculinité positive dès le plus jeune âge pour engendrer une nouvelle génération égalité. En effet, les femmes ne peuvent résoudre seules le problème des violences sexuelles. Les hommes doivent faire partie de la solution. Les violences basées sur les genres étant intimement liées au rapport de domination et de force régissant les relations entre les femmes et les hommes dans les sociétés patriarcales. Nous lançons donc un appel aux hommes pour qu'ils se libèrent de leur masculinité toxique, qui s'engagent à promouvoir un nouveau paradigme basé sur le respect mutuel et la complémentarité au sein de la famille, de la société et des institutions, où la femme sera égale de l'homme en droit et dans les faits. Enfin, nous appelons les États et l'ensemble de la communauté internationale à se mobiliser pour lutter contre l'impunité qui prévaut depuis trop longtemps en matière de crimes sexuels. Tant que ces crimes odieux ne seront pas punis, malheureusement, ils se poursuivront. Il faut transférer la honte et la stigmatisation des épaules des victimes sur les épaules de leurs bourreaux. Les victimes ont non seulement droit à des soins holistiques de qualité, mais aussi à la justice, à la vérité et à des réparations. La justice ne représente pas seulement un outil de répression des criminels, elle est essentiellement un outil de prévention et éviter la répétition de ces violences sexuelles, garantit l'ordre moral et préserve le contrat social. Alors que de plus en plus de survivantes brisent le silence à travers le monde et constituent des preuves vivantes de la commission de ces crimes abjects, censés choquer la conscience de l'humanité, il faut apporter une réponse judiciaire efficace, réduire le fossé qui existe entre les lois et la pratique et combler le vide législatif relatif aux violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Mesdames et messieurs, le Conseil de sécurité a souvent reconnu que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre, mais ni les conventions de Genève, ni les statuts de Rome portant création de la Cour pénale internationale ne reconnaissent explicitement que ces violences constituent fréquemment une véritable stratégie de terreur, une méthode de guerre, à l'instar des recours à la famine ou au pillage, qui sont, eux, reconnus dans le droit international humanitaire et dans le droit international pénal comme des méthodes de guerre proscrites et punissables. Ainsi,
Nous plaidons pour que cette carence du cadre normatif international soit en fait comblée par une réforme des instruments juridiques en vigueur ou alors, tout simplement, l'adoption d'une nouvelle convention internationale pour l'élimination des violences sexuelles utilisées comme méthode de guerre. Ceci qui aura non seulement un effet préventif et dissuasif, mais définira également des obligations légales claires qui responsabiliseront davantage les individus et les États qui commettent ou tolèrent les violences sexuelles commises à grande échelle dans les situations de conflits armés et d'instabilité. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de fatalité. Les chemins existent pour construire une société meilleure et plus pacifique, favorisant l'épanouissement de tous, où les femmes jouissent dignement des mêmes droits que les hommes. Ce rêve est possible. Chacun de nous peut contribuer à les transformer en réalité. Ne soyons pas indifférents au sort des millions de femmes à travers le monde qui sont assassinées ou soumises à des traitements inhumains, tout simplement parce qu'elles sont nées femmes. Mobilisons-nous, hommes, femmes, dans un esprit de solidarité, de coopération et de respect mutuel à l'échelle individuelle et collective, locale et globale, pour construire un monde meilleur, débarrassé des violences sexuelles. Agissons ensemble, dès aujourd'hui, pour un monde plus égalitaire, plus juste et plus sûr pour l'humanité tout entière, en nous engageant aux côtés des femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup de dire pour cette discours, de dire pour cette leçon qui est une véritable prise de conscience, qui doit éveiller les consciences de tout un chacun. Auprès de cette problématique, cet enjeu qui est un enjeu sociétal de protection des femmes. Je laisse la parole à M. le maire de Montpellier qui a souhaité marquer donc, par sa présence donc, cette cérémonie doctorat honoris causa, et remerciant une fois de plus pour l'accompagnement et qui fait constamment aux actions de l'université. Et votre présence, M. le maire président, nous honore. Donc je vous laisse la parole pour quelques mots. Merci. Monsieur le Président, Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs, docteur, il est évident qu'à cet instant, il est très difficile de trouver les mots justes. Ce sera sans doute la première fois dans l'histoire de notre ville qu'une cérémonie de distinction de docteur honoris causa sera associée au geste que je vais accomplir en vous faisant citoyen d'honneur de la ville. Le caractère exceptionnel de votre personne, de votre engagement, de votre combat. Vous avez évoqué, vous êtes confronté à la négation de l'humanité. Mais vous en êtes l'exact opposé. Par vos propos, par les paroles hier lors du repas devant le président de la République,
Vous avez, par vos actes évidemment, vous incarnez sans doute ce que l'humanité a de meilleur. Vous en êtes une des consciences, un des bienfaiteurs. En vous remettant cette distinction, évidemment vous que nous honorons. En vous faisant citoyen d'honneur de Montpellier, nous vous honorons, mais nous nous engageons. Et je veux ici dire que j'engagerai toute la vie dans ce plaidoyer que vous venez de faire. Vous nous trouverez à votre côté. Que le droit international change pour que les consciences continuent à se dresser. Car c'est nos silences qui créent les lâchetés et qui font jaillir les négations de l'humanité. Hier, en m'interpellant le président de la République, je me disais, mais comment faire? Comment faire pour vous répondre? Je voulais même dire un moment dans mon propos. Nous ne pouvons nous taire, nous devons agir, nous devons être à vos côtés. Montpellier, dans votre combat, sera votre avenir. Et je prends l'engagement pour ma vie, mais aussi pour tous mes collègues, et je veux saluer ici ma collègue de Melun avec laquelle vous travaillez, pour que, à travers les collectivités territoriales, auprès des parlementaires, nous puissions être à vos côtés. Car votre engagement, il nous inspire et il nous oblige. Cher docteur, voilà, je voulais avoir ces quelques mots en vous remettant cette médaille qui vous honore, mais nous engage. Merci. Merci, mais présenter une carrière de 40 ans, c'est pas évident, mais en fait, je suis Denis Mukwege, actuellement médecin directeur de l'hôpital général de référence des Panzi, en République démocratique du Congo. J'ai fait mes études de médecine générale au Burundi avant de faire une spécialisation en gynéco-obstétrique. Donc après cette spécialisation, je suis retourné au Congo, où j'ai d'abord travaillé dans un hôpital rural où j'avais pensé que je devrais être beaucoup plus utile par rapport aux besoins de la prise en charge obstétricale dans des régions reculées. Malheureusement, cet hôpital a été détruit pendant la guerre de 1996 en République démocratique du Congo. Mais assez rapidement, j'ai pu construire un hôpital à Panzi, où j'ai rêvé m'occuper toujours de la lutte contre la mortalité maternelle. Malheureusement, aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus des réparations de blessures imposées aux femmes, des blessures génitales qui sont liées au conflit, où le viol est utilisé comme arme de guerre. Et donc voilà, en peu de mots, ma carrière et ce que je fais dans la vie. C'est vrai que sur le plan académique, j'enseigne à l'ULB en Belgique et à l'Université évangélique au Congo. Je pense que mon passage à Montpellier était vraiment émouvant, puisque non seulement en faisant le parcours de ces bâtiments, les doyens ont pu m'expliquer les différents médecins qui ont travaillé dans ces bâtiments avant, et ils étaient tous pluridisciplinaires. Et je pense que ça, c'est d'abord quelque chose que je découvre ici, mais qui est
dans ma pratique de tous les jours, je me rends compte que parfois nous soignons, nous limitons à traiter le côté physique de nos malades sans se préoccuper du reste. Et souvent, notre travail est tout simplement à moitié fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de prôner cette médecine holistique centrée sur la personne. Et cette médecine holistique centrée sur la personne, elle est pluridisciplinaire et permet en fait à ce que lorsque le malade a le contact avec le médecin, que le médecin puisse l'orienter à trouver d'autres solutions qui pourraient même être à l'origine de sa maladie. Et donc, mon passage ici à Montpellier, sur ce point-là, je sens que ça sera un partenariat très productif dans le futur. La deuxième chose, c'est l'engagement du maire au nom de sa ville pour accompagner notre lutte contre l'impunité. Et donc, je crois que ça, et la justice, je pense que c'est un engagement que nous attendons beaucoup. Être indifférent par rapport à la souffrance de l'humanité commune que nous partageons, nous savons toujours que lorsqu'on est indifférent, les conséquences sont incalculables. Et j'ai dit bravo à la ville de Montpellier pour cet engagement. Aux étudiants et à la jeunesse, je pense que je l'ai dit dans mon discours, nous pouvons travailler tous ensemble, femmes et hommes, pour créer un monde plus juste et plus égalitaire où les femmes n'ont pas à avoir peur de subir des violences sexuelles. Ce monde, on peut le créer s'il y a la volonté des hommes et des femmes. Merci.